Hello, donc je vais vous montrer comment mon métier de programmeur a bien changé ces derniers mois. Et je pense qu'en dehors du milieu professionnel, il n'y a pas beaucoup de monde qui se rend compte d'à quel point la production de programmes est devenue rapide et aisée. Et à quel point ça a changé. Alors, moi j'ai essayé plusieurs versions de Copilot IA. J'ai jamais été très convaincu par ces outils, mais là maintenant on est arrivé à un niveau de maturité qui franchement dépote et ça semble assez difficile d'imaginer comment on peut faire sans maintenant. Donc il y a pas mal d'outils qui permettent de faire ça. Là moi je montre sur Cursor principalement parce que ma boîte me paye la licence. Mais il y a plein d'outils qui font des choses similaires. J'utilise Claude 3.5 Sonnet parce qu'en ce moment il se trouve que c'est celui qui génère le code de meilleure qualité. Bon, de l'avis général, hein, il y a toujours des débats sur les benchmarks. Et ça, c'est un fork de VS Code. Donc, si vous reconnaissez un petit peu l'interface, ça va vous parler. J'ai aussi ajouté une extension, Whisper Assistant, qui permet de simplement parler à l'IDE pour lui faire des choses. Alors, la façon dont ça marche, c'est que j'ai une touche de raccourci. Vous voyez, elle est en train de... Donc là, j'ai appuyé dessus et elle est en train de compter le nombre de secondes que je suis en train de déblatérer. C'est un modèle qui tourne en local, donc il n'y a pas du tout de timer sur le modèle de son. Il est capable de parler dans toutes les langues de Whisper, donc c'est-à-dire une cinquantaine de langues, il n'a aucun problème avec le français. Même si vous mixez des expressions en anglais dedans, si vous parlez de threads, de workers, avec mon accent dégueulasse, ça fonctionne quand même. Donc là voilà, je viens d'arrêter ça et il est en train de transcrire et il me balance ça. Vous parlez de threads, voilà, ça fonctionne quand même. Donc il faut quand même regarder ce qu'il dit, il y a de temps en temps des petites erreurs, mais ça marche très bien. Alors, ce que j'ai envie de faire, moi, c'est une simulation économique. C'est un truc qui me trotte dans la tête depuis un petit moment, que j'ai jamais fait, hors une tentative il y a quelques années sur un notebook Jupiter. Et j'ai vu que c'est pas complètement trivial, mais que c'est pas très difficile non plus d'obtenir des premiers trucs. Et je n'ai jamais allé au-delà de la première itération. Donc comme ça, je peux vous montrer comment on part de zéro, comment on débug un truc, comment on l'améliore. Je vais faire en sorte que la vidéo dure pas plus de 10 minutes, mais vous verrez qu'en 10 minutes, on va déjà quand même assez loin. Alors allons-y. Je voudrais une application web qui simule le peak oil et qui montre une courbe de production de pétrole qui aille de 1900 à 2100. Il y a plusieurs paramètres disponibles que l'utilisateur peut changer. Et lorsque les paramètres changent, il faut que la courbe change automatiquement. Voilà, on va partir de ça. On ne lui a pas dit comment tout faire, mais normalement, il devrait quand même nous générer une base. Et après, on va venir l'enrichir. Alors, il me propose du HTML, CSS, JavaScript. Voilà, c'est logique, je vais demander une application web, donc c'est ça. Alors pour info, moi mes spécialités c'est le C++ et le Python. Le JavaScript, j'en fais pas. Je suis très mauvais à ça. Et HTML, CSS, pareil, je comprends ce qu'il raconte, mais je suis pas bon du tout à en faire. Hop, donc voilà, il m'a généré ces trois fichiers. Créer, ouvrez, voilà, donc on va l'ouvrir avec Firefox. Et voilà, on a une petite courbe qui nous met le pic en 2020. Alors les années sont affichées de façon un petit peu bizarre. Il va falloir dire ça. On peut décaler le pic, ça met à jour la courbe. Bon, c'est un bon départ, c'est évidemment un modèle extrêmement simple. Mais j'ai ma petite idée là-dessus, c'est pour ça que je me lance là-dedans, c'est parce que je sais qu'on peut faire des choses un petit peu plus complexes que ça. Alors, voyons voir ça. Où est-ce qu'il m'a mis le modèle là-dedans? Update chart, generate oil production data. Donc ça, en gros, c'est le modèle. Simple logistic growth before peak, expansion decline after peak. Alors, je suis désolé, je l'ai configuré pour qu'il fasse tous les commentaires en anglais parce que je travaille avec des anglophones, donc il peut me répondre en français. Oui, voilà, il me répond en français, mais tout le code, il le commente en anglais.
Voilà. Alors, bon, déjà on va commencer par changer l'affichage des années, là c'est un petit peu bizarre. Tu m'affiches les années en nombre à virgule. Je suppose que tu considères ça comme des quantités avec un séparateur de milliers. J'aimerais que tu corriges ça, c'est des années qu'on doit afficher. Alors, il est très obséquieux, hein, ce modèle-là. Quoi que vous lui demandiez, c'est une excellente idée, vous avez raison, c'est sa faute, il est désolé. Alors, on va corriger ça en modifiant le fichier JavaScript. Donc, bah, c'est celui-là qui est ouvert. Donc là, il me régénère une partie. Bon, là, c'est existing code. Autrefois, quand on faisait ça avec GPT-4, c'était pénible parce que il fallait trouver la partie qui avait changé, il fallait faire un copier-coller. Là, ils ont fait 2-3 trucs un peu plus faciles, qui est de dire, voilà, alors je modifie ce commentaire-là et je vais modifier ça. Et... oh, je pense qu'il n'a pas fait ce que je veux, là. Round value. Je pense qu'il n'a pas compris ce que je veux. Preuve chez les années par intervalle de 20 ans, ce qui rend bien fait lisible, qui rendit les valeurs en entier le plus proche. Oui, non, c'est pas ce que je voulais. Alors non, c'est pas ce que je voulais. Ce n'est pas un nombre à virgule qui est utilisé pour les années, mais par exemple 1950 est affiché comme 1,950. Je pense que c'est un séparateur à la mode américaine pour séparer les milliers des autres chiffres. Je voudrais que tu corriges ça et que tu affiches juste ça comme un nombre sans séparateur. Donc au passage, c'est parfait, ça vous donne un exemple immédiat du fait que ces trucs-là ont quand même besoin d'un peu de supervision et que vous avez quand même besoin de comprendre ce qui se passe à l'intérieur pour corriger des choses. Mais on n'a pas beaucoup à mettre le nez, ah oui, ça doit être ça, on n'a pas beaucoup à mettre le nez dans le code lui-même, et il est capable de vous expliquer ce que font les différentes fonctions si vous lui posez des questions, donc il est assez intelligent pour ça. Donc là, revenons là, voilà, les années, c'est corrigé. Alors, entrons dans le vif du sujet. À côté de cette courbe, j'aimerais que tu m'affiches sur un scatterplot une distribution de puits de pétrole. C'est une distribution uniforme. Sur l'axe des X, tu vas me mettre le volume contenu dans chaque puits. Et dans l'axe des Y, tu vas me mettre le prix d'exploitation à la tonne. À la tonne, d'ailleurs, c'est KO, ou à l'unité. À la donne, d'ailleurs, c'est très bien. Baril. Quand j'aimerais que tu m'affiches un scatterplot. D'ailleurs, comment on dit scatterplot en français? Scatter. C'est scatterplot. Nuage de points, oui d'accord. Ou diagramme de dispersion, ça je l'ai jamais rencontré. D'accord, ok. Alors, on va modifier l'index.html, logique. Ça me paraît bien. On enregistre. Ça, j'aimerais bien qu'il enregistre automatiquement. Styles. Tu me flexes. Je n'ai aucune idée de ce que sont ces choses-là, de display flex. J'en ai vaguement entendu parler. J'ai aucune idée de ce que c'est. Production chart, wedge chart, generate all. Tout ça a l'air d'avoir du sens. Alors, comme je dis, je suis pas bon à ça. Hein. Je vois juste qu'en effet, ça a l'air d'avoir du sens. Il semble rien avoir effacé de crucial. Bon, voilà, on va voir ce que ça donne. Alors, bah non, en fait, tu m'as pas affiché ça. J'ai bientôt sauvegardé. Dans JavaScript, ces changements créeront un nuage de points qui représente la distribution des puits. Remplacer le contenu couché. Oui, bah, j'ai fait tout ça, mais il me semble que ça ne marche pas très bien ton histoire. Allez, vas-y.
Oui, d'accord, non, ça fonctionne. Bon. Je ne vois aucun nuage de points. Je vois juste la courbe principale qui maintenant prend tout l'espace. Soit il y a un problème de layout, soit tu n'affiches pas le nuage de points. Corrige ça. Alors au passage, ça c'est un des trucs, les précédents modèles étaient très mauvais, dès qu'ils se plantaient, ils essayaient des choses au hasard et ne se débloquaient jamais. Là c'est un des grands changements, je trouve, depuis, enfin c'était sur GPT 3.5 que j'avais beaucoup ce problème-là, et je trouve que celui-ci est quand même bien meilleur à ça. Donc on va voir s'il arrive à se débloquer de cette histoire, je ne vais pas le lâcher. Il me propose d'ajuster max width, oui, ça peut être un problème, chart canvas, donc il nous donne des choses pour ajuster ça, et il faut changer des choses dans le script aussi. Update chart, tu changes juste le nom de fonction, maintain aspect ratio false, ah, ok, éventuellement, qu'est-ce que j'ai fait? Éventuellement, oui, voyons voir ça. Ah voilà, on a le scatterplot à côté. Alors c'est moche, on va lui dire, on va s'en plaindre. Quoique c'est pas si mal. Mais il faudrait que ça tienne sur un écran, s'il vous plaît. Bon alors là je vois les deux, mais je dois scroller horizontalement pour voir les deux. C'est pénible, j'aimerais bien que tout tienne sur mon écran. Ensuite, le scatterplot, lui aussi, va avoir des paramètres entrés par l'utilisateur, notamment le prix moyen et la taille moyenne des puits. Je comprends votre frustration, je m'en excuse. J'adore. Alors, nous allons jeter pour que tout tienne. Voilà. Ben, s'il te plaît, ouais, fais ça. Hop. Comment ça, accept? Tu l'as pas appliqué encore, là. Jet, apply. Voilà. Eh bien, écoute, c'est trop long de regarder tout ce que tu fais. On arrive bientôt à 10 minutes de vidéo et je ne suis pas trop là où je voulais être. Mais au moins, je vous aurais montré du débugage direct. Oui, allez. Hop. En effet, je n'ai plus à scroller horizontalement. Bon. En effet, je n'ai plus à scroller horizontalement, mais maintenant verticalement. Et je ne vois plus le scatterplot. Alors, essayez une autre approche pour le layout, mais je pense que ça n'a pas bien fonctionné. Je veux la courbe de production à gauche, je veux le scatterplot à droite. Les deux doivent prendre à peu près 50% de la largeur de l'écran. Débrouille-toi pour que les deux s'affichent sans qu'il ait besoin de scroller, ni horizontalement, ni verticalement. Et là, j'aurais déjà jeté l'éponge depuis longtemps avec GPT 3.5 ou GPT 4. Mais là, je m'accroche un petit peu parce que il est capable de comprendre ces choses-là, il est capable d'essayer une approche différente, il est capable de, j'ai envie de dire, d'apprendre de ses erreurs. Alors, c'est pas du tout ce qui se passe, mais de se référer à ses erreurs précédentes, parce que maintenant, ces modèles ont un historique très grand. Donc, il se souvient des différentes versions qu'il a suggérées, et il sait qu'elles ne sont pas bonnes. Donc, il arrive à essayer des approches un peu alternatives, sans oublier ce qu'il a déjà essayé. C'est tout l'enjeu de la... C'est tout l'enjeu de ce qu'on appelle la taille de la fenêtre de contexte. Et Claude, le modèle qu'on utilise là, a été un des premiers à en avoir une vraiment grande. Ah oui, d'accord. Alors, au départ, on peut voir les deux courbes tenir dans l'écran, mais assez vite, pour une raison qui m'échappe, ça doit être lors de ces updates, elles deviennent de plus en plus hautes et disparaissent vers le bas de l'écran. On voit ce que tu peux faire. Bon, je dois vous avouer que d'habitude, j'arrive à résoudre ça quand même un peu plus rapidement.
C'est marrant ça. On a tout au début, je crois. Hein. Oui, je vois le début. Ouais. Je sais pas du tout ce qu'il m'a fait. Ça sent le resizing forcé, automatique. Il n'y a pas de changement dans celui-là. Non, je pense pas que ça vienne du JavaScript de toute façon. Ah non, mais il n'a pas fini de la générer. Allez, on se dépêche un peu. Ma vidéo de 10 minutes. Oh zut, je pourrais pas arriver à ce que je voulais faire sur les puits, dis donc. Applique-moi ça. On va dire que c'est mieux. Et là, on n'a rien. Ah si, d'accord. Maintenant, il se superpose. Maintenant, le scatterplot et la courbe se superposent. Alors, je ne voudrais pas qu'ils se superposent, je voudrais qu'ils soient côte à côte. Et je voudrais que les paramètres se situent au-dessus des courbes, pas à l'intérieur du rendu. Allez. C'est pour ça que ça m'énerve le HTML. Moi, je t'aurais fait un gros tableau et ça aurait bien fonctionné. Hein. Allez. Mais les tableaux, c'est sale qui disent ah, c'est pas facile à modifier après dans les styles. On s'en fout. Bref. Et dans le script, oui, toujours rien. Ah, bah voilà. Alors, oui. Voilà. Ah, il les remet à jour aussi comme ça, mais d'accord. Pourquoi pas, on lui a pas dit l'inverse. Bon. J'essaye d'aller plus loin. Je vais peut-être couper cette vidéo si je veux en faire une version moins de 10 minutes, moins de 15 minutes maintenant. Mais je veux aller un petit peu plus loin pour voir ce que ça donne. Bien. Maintenant, le but est que la courbe de production soit déduite de l'épuisement des puits. La façon dont cela va fonctionner, c'est que l'on va avoir également une courbe des prix du pétrole que l'on va simuler. Lorsque ce prix arrive au-delà du coût d'exploitation d'un puits, ces puits entrent en production. Et lorsque tout le volume d'un puits a été produit, ce puits ferme et ne produit plus. Pour l'instant, on va considérer que les prix augmentent de façon linéaire et puis on complexifiera ce problème après. Fais les changements adéquats. Le HTML, pourquoi? Ah oui, d'accord, parce qu'on a des paramètres différents, donc il faut changer l'interface de saisie, c'est logique. Vas-y. Mais surtout le JavaScript pour changer la logique. Deux, trois choses à changer, évidemment. Allez, on se dépêche. Hop. Et je suppose qu'il n'y a pas de modification du CSS. Allez, montre-moi ce que ça donne. Alors, oil price, oil production. Le prix initial est à 100. Non, le prix initial n'est pas à... Ah si, le prix est là. Et il est beaucoup trop haut. Donc, on va mettre le prix initial plus bas. Donc, tous les puits n'étaient pas en production.
Le prix, il monte doucement de 1 par an. Voilà. Et on a quelque chose qui commence déjà à ressembler à un truc un peu plus courbé. Alors maintenant, le problème, c'est que la répartition des puits, qui d'ailleurs, soit dit au passage, est un petit peu un mystère. Il faut payer assez cher des accès à des bases de données de l'AIEA pour avoir ce genre de données. Mais c'est ça le truc crucial. Alors, très bien. Maintenant, je veux que les puits ne soient pas générés selon une distribution uniforme. Je veux que ça suive une loi normale, centrée sur 0. Voilà, on va voir. Je n'ai pas dit grand-chose sur comment le faire. On va voir comment il interprète ça, j'espère que ce sera correctement. Ok, donc une gaussienne centrée sur 0, ok. Algorithme de Box-Müller, t'as pas juste un truc qui te fait une distribution log JavaScript? Pas, ouais, peut-être pas. Apply, accept. Donc ça aussi c'est un truc que j'apprécie, il n'y a pas la lib, c'est pas grave, je te recode l'algo. Bon, ok. Alors, qu'est-ce que ça nous donne maintenant? Alors en effet, on voit qu'on est plutôt centré sur 0, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir plus bas? Bon, on voit que c'est plus dense ici en tout cas. Qu'est-ce qui se passe si je diminue? On va avoir une petite concentration du truc. C'est pas le average, c'est le minimum, ça, le coût minimum d'extraction. Et ça, c'est pas le average, c'est le... Si, c'est peut-être le average, d'accord. Mais extraction cost, c'est le... Ouais. Allez, on va en mettre plus. Voilà, comme ça on voit mieux le phénomène de density. Donc, bon, là, il s'est planté là-dessus. On voit, alors on a dit initial price assez bas, price increase 1. Et alors c'est intéressant, on arrive à un plateau, qui n'est pas ce qu'on a connu. Est-ce qu'on peut faire évoluer ça pour faire une... Non, on n'y arrive pas. Donc voilà, là je suis déjà allé beaucoup plus loin que ce que j'avais fait en 2 jours sous Jupyter. Je n'avais pas fait de façon interactive, je l'avais fait dans un notebook. Et là déjà je commence à jouer avec un petit modèle et à étudier si j'arrive à reproduire une courbe en cloche. Alors non, c'est marrant, la production, elle atteint un plateau parfait à un moment. Je pense que c'est parce que il y a trop de production dans tous ces puits. Ils ne s'épuisent pas assez vite pour que je vois quelque chose. Et puis les années, elles commencent en 2000, elles recommencent en 2020 maintenant. Bon, on pourra voir ça plus tard. Donc là, voilà, si je le mets un peu plus bas, 1 million de barils, je ne sais pas si ça fait beaucoup pour un puits. On arrive à faire des cloches. Donc là, l'étape suivante, ce serait d'essayer d'avoir un modèle de simulation des prix qui soit un petit peu plus réaliste. Voir qui utilise des données réelles et voir si on arrive à reproduire la courbe réelle, donc trouver la courbe de production mondiale du pétrole et voir si on arrive à la simuler d'une façon similaire. Donc voilà, c'était pour vous montrer à quelle vitesse on peut arriver à ce point-là. Donc quoi, 20 minutes en fait au lieu des 10 minutes que j'espérais. Là, il y a quand même pas mal de travail de développement. En particulier, si moi vous m'aviez demandé un truc en JavaScript, j'aurais triché, j'aurais essayé de faire un machin sous Python d'une façon différente. Là, voilà, on a 200 lignes de code, plus du CSS et du HTML. Je ne rentre pas dans le débat de si on appelle ça du code ou pas. Et qui sont commentés, qui sont plutôt propres en général. Et qui, comme vous l'avez vu, finissent par marcher.